Donne-moi ta main, que je la serre. Comment cet heureux temps de joie et de misère où je vivais sans gîte, tous les jours j'avais faim, où j'avais froid la nuit, où j'étais libre. Enfin. Pourquoi est-ce que tout le monde déteste les juifs autant que ça? Un homme qui est impuissant, il accuse sa femme. L'antisémitisme, c'est la même chose. Le monde est impuissant, il accuse les juifs. Donc pour vous, Hitler, il est impuissant. Mais oui! Moi, votre ami. Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais... ça presque en vous, je vais le voir paraître. Je vous déclare net que je ne le suis plus. Il est devenu place pour des cœurs corrompus. Françoise. Et puis vous savez, mon métier n'est plus vraiment considéré comme un métier. Aujourd'hui, tout doit aller vite. On prend plus le temps. Et quand on prend des risques, on demande à des jeunes qui font ça souvent n'importe comment et à n'importe quel prix. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Claus. Tu es à la fois auteur, interprète et comédien, performeur et un parcours dédié aux arts visuels. Dans tes débuts de carrière artistique entre 1998 et 2011, c'est ta formation première. Ton univers se mélange entre art, des sons et des mots, une forme de poésie vivante. Aujourd'hui, on va plonger dans ton parcours, tes inspirations et ta vision de l'art. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, je tenais à remercier Franck Tonnelier, grâce à lui, qui nous a mis en relation. Tout à fait. Ok. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Qu'est-ce que tu vas faire d'ici là? Quels sont tes projets dans quelques mois? Donc me présenter, je m'appelle Philippe Claus, je suis effectivement auteur, interprète et comédien. Ma formation première, comme tu l'as très justement dit, c'était plutôt dans les arts plastiques. Et effectivement, je veux dire, entre 98 et 2011, c'était essentiellement un travail vraiment autour des arts plastiques. Donc ça mêlait des installations, des peintures, de la performance également. Et conjointement à cela, j'avais une activité autour de l'écriture. Et donc, qui dit écriture dit de la publication sur des recueils, des éditions collectives. Et puis, également la déclinaison de l'écriture plutôt sur les arts vivants. Donc là, durant je vais dire, jusqu'à 2011, 2012, tout ça était très transversal. J'ai travaillé avec la danse contemporaine, en incluant mon travail d'écriture et de performance à la danse contemporaine. J'ai travaillé avec la musique, ça a été assez variable entre la musique électronique, entre les musiques acoustiques. Il y a eu vraiment voilà, un voyage qui s'est opéré. Et puis en 2012, j'ai rencontré Nicolas Paternotte, qui est un pianiste et compositeur avec lequel je dirais grâce auquel, en tout cas en partie, j'ai sédentarisé mon processus dans l'écriture, dans sa déclinaison, principalement autour des musiques de chambre. Donc avec Nico, on a fait plusieurs disques. Il y a eu un premier opus en 2015, puis un second en 2018, où là on était plutôt sur une formule plus développée, c'était Sextet. Et
et puis alors en 2020, on a créé un autre projet avec Nico qui s'appelle Glaise, qui a eu un premier opus en 2022 et dont le prochain opus va sortir toujours sur le même label, Home Records, en mars 2026. Et conjointement à cela, j'ai un travail de comédien. Là, c'est plutôt travail dans des courts-métrages, dans des rôles. Il y a des premiers rôles, il y a des rôles secondaires, il y a des rôles de complément. Ça varie vraiment en fonction des projets. Et plus récemment, je me suis retrouvé au théâtre, une prochaine avec La Nef des Fous, qui est une création qui devrait voir le jour sur laquelle on est au travail actuellement et qui se promènera dans les salles à compter de 2026, quoi. Voilà en très gros. Yes, ok. Donc, on va continuer. Donc, on va commencer à explorer donc, ton parcours. Est-ce que tu te considères d'abord comme un poète, un musicien, un comédien ou un plasticien, ou tout simplement tout à la fois? Mais plasticien, je dirais pas, parce que alors j'ai eu une rétrospective, j'ai eu la chance d'avoir une rétrospective en juin dernier. C'était à la Galerie du Livre et d'Étranges Théâtres en région liégeoise, donc en Belgique. Je dirais pas plasticien parce que j'ai fait ma dernière expo expo, je veux dire, de nouvelles créations en 2011, donc je n'ai plus depuis plasticien, non. C'est ma formation, c'est mon lieu de naissance, mais c'est plus l'endroit où je vis, si je devais le dire comme ça. Et alors, est-ce que je suis un poète ou un musicien? Alors, musicien, si un musicien est quelqu'un qui a une éducation musicale, non, je ne suis pas musicien parce que je n'ai pas d'éducation musicale, même si je travaille avec la musique depuis 20 ans. Mais peut-être tout de même une forme tout de même une forme de musicalité, de chant, autant dans l'écriture que dans sa mise en voix. Il y a quand même un rapport à cela, le fait que je travaille aussi quand même pas mal avec la voix. La question, elle est difficile, parce qu'en plus, ma façon de percevoir l'écriture, ma façon de la manier, c'est en fait quelque chose qui trouve sa base dans les arts plastiques. Je vois l'écriture comme une matière, comme un truc que l'on peut toucher. Je vois l'écriture comme quelque chose qui nous fait aussi, qui nous érafle, qui nous fait vraiment toucher. Donc j'ai un rapport assez plastique avec l'écriture et avec sa déclinaison. Donc il y a une intersection entre tout cela, en fait. Ouais. Il y a une intersection entre tous ces éléments-là. Et pour revenir à cet événement, la rétrospective de juin m'a permis de constater ça, qu'il y avait une forme de cohérence entre les terrains sur lesquels j'ai été et sur la suite qu'ils constituent. Voilà. Yes. Alors, dans ta jeunesse ou ton parcours, quels ont été les premiers artistes ou œuvres qui t'ont marqué? Wow, il y en a énormément. Des gens comme Bowie, comme Mercury, donc toute cette période un peu, je parle plutôt musicale. Je sais que toute la période glam rock comme ça, je sais que quand j'avais 13-15 ans, c'est une porte d'entrée. Et puis voilà, jusqu'à la fin de mon adolescence, ça a été quelque chose de très important, quoi. Ensuite, j'ai vraiment découvert, c'est plutôt vers la vingtaine que j'ai vraiment découvert voilà, des gens comme Jean Fauque, à travers des artistes comme Bachung, comme Brigitte Fontaine, comme Rodolphe Berger, voilà, il y a
toutes ces personnes qui font la création francophone, qui comptent en fait énormément sur mon parcours. Mhm. On va aborder un sujet aussi qui est fort intéressant. On va piquer la rencontre avec Nicolas Paternotte, qui va donner ensuite naissance à Gless, qui va être publié dans un album en 2026. Et donc, ma première question, comment est née votre collaboration artistique? Aujourd'hui, ça fait une histoire quand même assez longue, hein. Donc, ça a commencé en 2012. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un moment donné où je me suis rendu compte que mon parcours était très transversal et que c'était chouette, mais à un moment donné, on a envie de faire passer tout ça par un tamis, d'avoir un média, un espace où on peut synthétiser un petit peu tout ça. Et donc j'avais plusieurs expériences musicales qui avaient été vraiment chouettes, mais avec lesquelles je ne pouvais pas voir je dirais, de relation à long terme. Et donc je voulais travailler avec un pianiste et alors, je sais qu'à l'époque, je voulais travailler avec un mec parce que j'ai travaillé avec beaucoup de femmes avant. Et bon, voilà, ça c'est. Et donc, j'ai rencontré Nicolas par le biais d'un compositeur belge qui me l'avait renseigné. On a fait de premières compos assez vite. Assez vite, moi, j'ai eu envie de faire un disque avec lui. Mais cela étant dit, on a quand même travaillé, je pense, une bonne année avant de profiler ce disque. Voilà, donc projet Clouse Paternotte, un projet duo piano-voix. L'envie était de mettre vraiment en avant la rencontre entre nos deux écritures, donc son écriture de compositeur et mon écriture verbale, mais de mettre uniquement cela en avant, mon ADN étant plutôt dans la poésie et non dans un travail de parolier. C'est assez différent. Donc il y a un travail de composition, c'est pas du texte accompagné sur de la musique. Je travaille sur ses compos, il travaille sur mes textes. Il y a vraiment les deux éléments sont vraiment de front. Il y a une recherche qui va au-delà de l'écriture pure, je dirais. Et donc on a fait un premier album uniquement en duo. Ensuite, sur un label canadien qui s'appelle les Disques MME, on a fait un deuxième opus en 2018 où là on a plutôt composé pour un sextet. Donc c'était piano, voix évidemment, flûte traversière, hautbois, violon et violoncelle. On a tourné avec ce disque pendant quelques années. Et puis on a eu envie, Nico, il a l'avantage d'être quelqu'un qui a énormément de qualité musicale, qualité de composition, mais d'être très perméable, très curieux. Et donc on avait envie d'explorer d'autres horizons sans pour autant dénaturer, je dirais, notre projet de base qui était Clouse Paternotte. C'était le nom de ce projet, bêtement. Clouse Paternotte. C'est toujours d'ailleurs le nom de ce projet. Et donc on a sollicité Alexandre Buguin, qui est violoncelliste, qui avait déjà travaillé avec nous sur Les Ogives, donc le deuxième opus de Clouse Paternotte. Puis voilà, on s'est enfermé pendant une semaine au Théâtre Poème à Bruxelles, qui était à l'époque dirigé par Sébastien Ercolini, avec qui on travaille toujours actuellement, plus sur le management. Et puis voilà, on est sorti de résidence avec je pense qu'on va avoir 8-9 pièces, quelque chose comme ça. Là, j'ai directement sollicité Home Records, qui est un label qui est vraiment très attaché, je dirais, aux démarches singulières, aux projets un peu hors des clous. Un projet avec une grosse expertise pour les projets justement un petit peu singuliers. Ils ont répondu assez rapidement, donc l'album de Glaise s'est mis en route très très vite. C'était en mars 2020, donc on était vraiment au tout début du Covid. Donc c'est un album qui s'est construit plutôt dans le Covid et qui a été publié en toute fin 2022, en novembre 2022. Voilà, ça a démarré de là. Et donc, je dirais que la rencontre avec Nico, c'est vraiment une ponctuation récurrente dans
dans dans mon parcours, dans ma carrière, puisque c'est par Nico que voilà, il y a eu Glaise, et aujourd'hui, Glaise est vraiment un des troncs, en tout cas, de ma petite forêt. Quand vous travaillez ensemble, comment se construit le processus? Texte d'abord, musique ensuite, ou tout se mélange? Ouais, alors il n'y a pas de mécanique vraiment fixe. C'est aussi pour ça que je me défends très très fort quand on met en avant que l'écriture ou qu'on pense que c'est juste un texte comme ça qui est posé devant une musique, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, alors pour le premier album, on a vraiment travaillé de façon très mixte. Ça veut dire que parfois c'est moi qui amenais un texte assez fini, mais qui se retrouvait au final complètement remanié pour entrer sur la partition que eux constituaient sur du texte. Et inversement, il y a vraiment pas mal de pièces qui ont été faites. Voilà, eux me proposaient enfin, voilà, il y en avait un qui arrivait avec un début de partition ou quelque chose, et puis moi j'écrivais là-dessus, ou je greffais des choses que j'avais déjà là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au départ, il n'y a rien n'est sacré au départ. Il n'y a pas un de nous qui arrive avec sa musique ou son texte en disant voilà, c'est ça et vous devez vous mettre autour. Ça n'arrive pas. On a vraiment tous une énorme perméabilité par rapport, l'un par rapport à l'autre. Il y a aussi eu des travaux d'arrangement. Alors, donc on a également mis du texte sur un arrangement de Prokofiev pour la sonate de piano violoncelle. Ça fait son premier disque. Et puis alors ici pour le disque qui va venir, pour le prochain album, je me permettrai de dire que ça a été relativement l'inverse. Ça a été vraiment plutôt mes comparses qui ont composé, qui ont amené une musique, et moi qui écrivais dessus. Ça s'est passé comme ça pour la plupart des pièces. Je pense qu'il doit y avoir deux ou trois pièces où Alex et Nicolas sont partis d'un texte que moi j'avais écrit, mais ils s'en sont juste inspirés, quoi. Qu'est-ce que ça m'inspire et qu'est-ce que je vais sur base de ça, quoi. Mais moi, je n'avais pas amené de voix pilote pour ce genre de choses. Donc, pour l'album ici à venir, c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. C'est moi qui écrivais sur leur musique. Ouais. Ok. Et justement, quand tu parles de texte, as-tu eu un déclic précis qui t'a fait comprendre que tu voulais créer? Non, parce que c'est comme ça depuis toujours, en fait. Je ne sais pas expliquer ça, mais ça remonte vraiment à très tôt. Je veux dire, quand j'étais à l'école, quand j'étais gosse, faut pas dire gosse s'il y a des Canadiens qui nous écoutent, parce que je crois que ça ne veut pas dire la même chose chez eux. Quand j'étais enfant, voilà. Euh, quand j'étais enfant, c'était déjà une évidence, en fait. Ce truc de créer des choses, de partir pas dire si, dans un monde qui est le mien. Ce truc de la création a toujours été là, en fait. C'est pas venu parce que, je sais pas, moi j'ai été couché sur un lit d'hôpital ou parce que je me suis ennuyé à un moment donné. Ça a toujours été une évidence. Mais est-ce que il y a un déclic ou c'est comme ça? Quand je crée, tu veux dire? Quand tu crées, oui. Ah, ok. Alors, quand je crée, ça varie. Parfois, il y a vraiment l'envie de sortir quelque chose, ce qui est le cas pour le moment. Et je n'ai pas vraiment idée de vers où va se diriger la matière. Est-ce que ça va être une pièce plutôt pour mes comparses? Est-ce que ça va être un manuscrit? Alors, des manuscrits, j'en ai, mais j'ai plus publié depuis un moment parce que j'ai fait des disques et des concerts simplement. Mais l'envie est bien là, l'envie de republier sur le papier est bien là. Alors, il y a parfois des aspirations, mais j'arrive tout de même à contrarier, je veux dire, un petit peu ces choses-là. Ça veut dire que
parfois, oui, j'ai des envies pour un matériel, mais c'est une pièce pour la musique que l'on attend, et donc j'arrive à dire, voilà, écoute, c'est par là qu'on va aller. Avec tout l'amour du monde, je garde quand même la capacité de contrarier un peu ces choses-là. Et parfois, bah, tu as une énergie qui, je sais pas, plus pour un travail, alors plus pour le travail de comédien. Là, ça, c'est vraiment autre chose. Je vais plutôt chercher dans des tiroirs qui sont là en moi. Mais comme c'est pas pour un travail, je suis initiateur, un travail qui me concerne directement, j'entends par là que je me commets pour un projet qui n'est pas le bien, qui est celui d'un réalisateur, d'une équipe. Ça, c'est encore autre chose. C'est un traitement de l'énergie qui est différent, en fait. Ouais. Donc, il y a un déclic, mais que j'arrive tout de même dans une certaine mesure, que j'arrive à contrarier. Voilà. Et comment est née cette collaboration, les ogives, avec Nicolas Paternotte? Comment vous avez travaillé ensemble par rapport au texte, par rapport... explique-nous un petit peu plus en détail. Bah, Nico, pardon. Donc Nico, je l'ai rencontré en 2012 ou 2013. Premier album 2015. Pas premier album, c'était un IP. C'était je sais plus, je crois que c'était un 5 titres, je crois que c'était ça. 4 ou 5 titres, j'aurais pu dire. On a fait ce premier album, piano-voix. Deuxième album, on avait envie toujours de travailler autour des mêmes ponts entre l'écriture classique et contemporaine qu'a Nicolas et la mienne, mais en ajoutant de la couleur dans le sens d'avoir un travail d'arrangement supplémentaire, donc qu'on a fait pour Formule Sextet. Voilà. Parallèlement à ça, avec Nico, il y a aussi un travail d'arrangement. Il y a eu un travail d'arrangement autour de textes d'un poète belge qui s'appelle Jacques Izoard, sur des musiques de Vincent d'Indy, Roussel et Urban, donc qui sont des compositeurs. Il y en a un qui est belge, les deux autres sont français. Donc ça, c'est vraiment un travail d'arrangement. On a tourné avec tout cet ensemble de créations. On a tourné avec cela jusqu'en 2020, avant de vraiment aller sur Glaise, projet ouvert sur d'autres horizons que l'on poursuit actuellement avec Alexandre Buguin, quoi. Qu'est-ce qui vous rapproche dans votre démarche? Tous les trois, avec Alex, tu veux dire? Tous les trois, et puis la collaboration avec Nicolas? Bah, alors, ce qui nous a rapprochés au départ avec Nicolas, je dirais que c'est principalement notre curiosité, notre plaisir à travailler avec des horizons qui ne sont pas nécessairement les nôtres, avec des matériaux qui nous sortent un petit peu de notre zone de confort, de sorte à l'agrandir. Je pense que je crois que c'est un des leviers, en tout cas, de notre rencontre et de la relation que nous avons, la relation artistique que nous avons. Et c'est également ça qui nous lie avec Alex, en fait, avec Alexandre Buguin. Donc là, j'arrive sur Glaise, qui est vraiment le tronc actuel. Je crois que c'est ça, c'est notre perméabilité pour ce qui n'est pas nécessairement nous, j'entends par là notre ADN artistique individuel, quoi. Voilà, ce plaisir de se faire croiser des choses, en fait. Ouais. Maintenant, on va passer à l'univers artistique et poétique. Tes œuvres mélangent souvent des textes, voix et musique. Comment décrirais-tu cette hybridité? Je la décris avec
avec la part de danger qu'elle comporte, le fait que, je vais parler pour moi, mais je me suis toujours tenu loin de vouloir faire de l'étude ayant comme support la musique. Et je la décris aussi comme quelque chose qui a toujours travaillé pour se tenir loin d'un travail, je dirais, ce qu'on appellerait un travail purement de parolier et de chanson, quoi. J'entends par là, où, évidemment au sens noble, j'entends par là où la musique va aller, le texte, pardon, va aller au sens noble, s'engouffrer dans la musique. C'est pas ce rapport-là que l'on a. Et c'est pas non plus le rapport où on pose un texte et puis bam, c'est une musique comme ça qui vient en dessous soutenir ou orner comme ça un petit peu le texte. C'est pas ça non plus du tout. C'est vraiment un chemin particulier où on vise la musicalité de la langue. Je vise le rapport intime que je peux avoir avec chaque mot, chaque virgule, mais que je vais aussi sculpter jusqu'à l'essence, de sorte à m'en soustraire complètement et à laisser un maximum l'interlocuteur, à laisser un maximum l'auditeur, le spectateur, pouvoir se projeter dessus, se réapproprier ce matériau-là. Et donc moi, j'essaye vraiment d'avoir proposé quelque chose dont je me tiens assez loin, en fait. Je tends un bout de bras, je suis une sorte que passeur. Ensuite, au niveau du lien texte-musique, on essaye vraiment que chaque partie, donc la musique et le texte, aient leur propre récit, leur propre musicalité, et d'avoir comme ça des points de rencontre, des points des points de rencontre où les deux vont se rencontrer, vont se suivre un moment sur une musicalité commune, et puis reprendre ensuite leur route. Donc d'avoir comme ça des parallèles qui vont se mentir pendant un moment, ça veut dire qu'ils vont venir se toucher, se chatouiller un petit peu, et puis reprendre. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, mais ça c'est quelque chose, je sais à quoi on tient, ouais. Dans tes créations, quelle place occupe le silence? Beaucoup. Il occupe quand même une place. C'est une grande question, parce que lui laisse-t-on assez de place? Je pense qu'on ne lui laisse jamais assez de place. Le silence, on le retrouve peut-être aussi dans l'idée que j'ai parfois et plus le temps passe, plus c'est comme ça, d'essayer de surcharger avec le moins de mots possible, quand même, au bout d'un moment donné, d'oser la déclinaison du mot, sa répétition, de pas surcharger inutilement avec des informations, et donc justement avec trop de ma petite personne, j'ai envie de dire, comme ça, sur le texte, de venir massacrer comme ça avec 8000 mots. Et j'essaye d'apprendre à lui faire une place, mais c'est un apprentissage permanent. Ouais. Tes textes semblent parfois très intimes, parfois plus universels. Écris-tu pour toi ou pour les autres? Alors, est-ce qu'ils sont intimes? Je pense que n'importe qui te dira que les textes sont intimes, puisque ça part de nous. Pardon, ces textes partent de nous, donc logiquement, il y a quelque chose d'intime. Mais comme je le disais, mon travail dans l'écriture consiste c'est un peu un travail de sculpture quand même, donc d'assemblage. Donc, je
peux pas dire que j'écris un texte et que demain matin, voilà, je vais te mettre mon texte parce que voilà, j'ai écrit ça hier soir. Ça n'arrivera pour ainsi dire jamais, parce que simplement la distance entre moi et ce texte à ce moment-là est encore beaucoup, beaucoup trop proche. J'ai besoin de distance. Donc non, je n'écris pas pour moi, j'écris pour un monde duquel je fais partie, un monde que je regarde, de là où je suis, ça veut dire à l'intérieur de ce monde. Et je n'écris pas pour me raconter, c'est inutile, ça n'a aucun intérêt. Je partage une vision, je partage ce que je vois. J'essaie de me glisser dans mes propres failles, mais dans les failles du monde, celles que je vois, et d'explorer ça et simplement de retranscrire ce qu'il me semble, en fait. Mais non, j'écris pas pour moi. Non, ça m'ennuie. Et j'argumente ça par vraiment la nécessité de distance dont j'ai besoin. Au moment où les choses arrivent aux gens qui nous écoutent, je pense que j'ai presque besoin de ne plus être dans la pièce à ce moment-là, en fait. Alors peut-être que je me mens à moi-même, peut-être que j'y suis encore, et sans doute que je suis dans ce que je fais, mais j'ai quand même la volonté de m'en éloigner le plus possible, simplement parce que moi, je n'ai pas envie d'interférer dans la relation que l'auditeur, le spectateur aura avec mon matériel. Ça ne m'appartient plus, ça, en fait. Et c'est à eux de vivre ensemble. Et je ne pense pas que j'ai les moyens d'arbitrer cela de quelque façon que ce soit. Et cela, ça débute. Ça débute tôt, en fait, parce que moi, j'ai mon rapport, j'ai mon texte, mais je vais le sculpter, je vais le travailler jusqu'au moment où je vais dire OK, j'ai quelque chose où je ne me vois pas en permanence, et j'ai quelque chose qui me semble offrir des possibilités à tout qui voudra et pourra entrer dedans. Mais on n'y est pas encore, puisqu'à ce moment-là, en tout cas, je parle pour mon travail de scène, ce texte, je le remets à des gens, à des comparses, dans ce cas-ci à Nico et à Alexandre. Je le remets à des comparses qui vont eux-mêmes me mettre des contraintes. Je veux dire, ils vont se réapproprier mon travail pour en faire une pièce musicale. Donc ça va encore bouger. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a des filtres, il y a des sas. Voilà, il y a des sas. Il y a vraiment une multitude de sas par lesquels, je suis heureux que mon matériau premier transite, en fait. Parce que chaque fois, ces sas, je ne vais pas dire le détourne, mais ces sas en font quelqu'un d'autre, en fait. Simplement, c'est de la même façon quand on enfin, je suis pas papa, mais quand on vient au monde, enfin, c'est aussi Mahalouf qui parle comme ça et qui dit ce qui nous fait, c'est la suite des expériences que nous vivons. Et donc, ce que nous sommes au départ, par le biais de nos parents, à notre éducation, c'est une chose. Mais tout ce que l'on va s'autoriser à vivre va faire de nous, à chaque fois, quelqu'un d'autre. Et mon texte, finalement, je lui souhaite à chaque fois ce parcours-là. Et donc, il passe par mes comparses qui vont en faire une pièce sonore, et dans le cadre de la musique, ensuite le label qui va avoir son propre fantasme. C'est vraiment quelque chose à quoi je suis très attaché. C'est que mes comparses, sur base de mon texte, mes comparses puissent faire la musique qu'ils aient envie de faire, la pièce qu'ils ont envie de faire. Et c'est pareil pour le label qui va ensuite suivre. C'est de lui dire, sur base de
de ce texte lié à ces musiques, donc sur base de cet élément lié à d'autres éléments. Quel disque, toi, as-tu envie de faire? Quel matériel, toi, as-tu envie de faire? Et je pense que tout cela éloigne, fort heureusement, de mon point de vue, éloigne le fait que le texte soit mon texte, celui où je vais parler de moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a mon texte, voilà, il a 1000 vies en fait. Et puis ensuite, il va arriver aux oreilles des gens ou aux personnes qui seront dans la salle, et eux, ils vont encore en faire quelque chose d'autre, parce que c'est ce que je souhaite. L'effet spécial, les effets spéciaux qu'il peut y avoir dans ce que nous proposons, voilà, c'est pas sur des vidéos, sur des choses, c'est vraiment sur le libre arbitre et le vécu que chacun, recevant ce matériel, va laisser faire, en fait. Alors, tu parles de mise en scène. Eh bien, quelle est ta relation avec la mise en scène par rapport à toutes tes pratiques, c'est-à-dire en termes d'écriture, de poésie, de composition et autres? C'est plutôt cet aspect de mise en scène. Parce que forcément, quand tu vas écrire, que tu vas imaginer de ce que tu veux mettre en forme, même dans les textes aussi, ce côté-là, la mise en scène. Ah, ok. Alors, je ne sais pas dans quel sens va la question exactement. Comment je pense cette mise en scène, c'est ça? Comment cette... Exactement. Ah, ok. Ben, là, par contre, jusqu'à un certain stade, en tout cas, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais c'est vraiment aussi le travail désigne un petit peu aussi les directions qu'il a envie de prendre. Je disais tout à l'heure que je pouvais contrarier ça. Ah, oui, si on me demande d'écrire des textes pour aller sur des compositions pour le prochain album de Glaise, ça ne va pas devenir des monologues de 15 pages qui seraient potentiellement un manuscrit. Je vais devoir, ça, je vais calibrer le truc quand même. Sur une partie de ce chapitre, je suis assez attentif, je pense, à ce que l'objet de création a envie de devenir, d'être attentif à ce à quoi le texte peut avoir envie de ressembler, le texte ou le travail lorsqu'il s'agit de créations qui sont plus, je dirais, un travail plus en équipe, de trouver ce qui correspond à l'identité du terrain commun qu'est la création, certes, mais aussi à ce que chacun est dans ce qu'il a de meilleur, en fait, dans les forces de chacun. Ça, sans doute que ça guide un petit peu, mais ça n'impose pas, en fait, ça n'impose rien. C'est quelque chose à quoi j'essaie d'être à l'écoute un maximum. Ouais. Et d'essayer à travers ça, de tout de même, je ne sais toujours pas si ça répond vraiment à la question, mais de laisser la place aux accidents, à ce que j'aime bien d'appeler les accidents heureux, en fait. À comment l'objet de création et le contexte dans lequel il se fait va nous interpeller, va nous bousculer, va nous sortir justement de nos zones de confort et possiblement nous mettre dans des situations parfois un petit peu instables, et donc par là nous obliger à trouver d'autres points d'équilibre. Ouais, c'est des choses qu'on laisse faire, mais je ne sais pas si ça répond à la question de la mise en scène. Si, ça répond très bien à ce que je voulais savoir, c'est par rapport aussi à tu l'imaginer dans ton esprit comment ça va être, ou plutôt dans le sens que c'est au fil de tes écritures que tu vois les scènes. Ouais, oui, alors il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que,
Euh, Cela dit, je ne crée pas spécialement sur comment dirais-je, des thématiques. En tout cas, voilà, quand j'écris, je me dis pas, tiens, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça. Je conçois pas spécialement la création et plus étroitement mon rapport à la langue comme une plateforme pour, euh, pour distiller comme ça, je veux dire, des histoires, des morales ou des points de vue, des grilles de lecture imposées. Mais plutôt une sorte de mirador d'où je regarde et d'où je découvre des choses euh, à à la place du bouffon que je suis, enfin à la place, en prenant cette place-là justement. Et, euh, et donc pour le coup, et ça revient un petit peu à la question avant, enfin au point d'avant de la mise en scène, c'est que euh, c'est vraiment plus une matière que je vais comme ça triturer dans une suite de moments présents. Donc j'écris pas et qui va et cette grosse mode comme ça va plus devenir une matière qu'un récit formel ou qu'un propos où je veux vraiment convaincre qui que ce soit. En fait, j'ai personne à convaincre et il n'y a rien de pire de toute façon que de vouloir convaincre absolument quelqu'un. Donc je m'impose pas ces grilles-là. Ça, c'est de nouveau, vraiment, c'est au moment où j'écris, pour parler d'écriture, c'est le moment où j'écris, et c'est à force d'écriture, ça prend longtemps, je prends longtemps à écrire, c'est à force d'écriture et de couture entre ce que j'ai écrit que les choses elles se rappellent à moi, elles se rappellent entre elles, et il y a un discours qui se constitue sur base de ça, et sur base de ce que moi je suis là dans cette période où j'écris. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Euh, et je... Donc pour le coup, le processus d'écriture est long. Ce sont des accouchements qui sont longs chez moi. Donc j'écris tout le temps un peu. Il y a tout le temps de l'écriture qui est en voie dans des carnets. Il y a toujours des choses qui sont des manuscrits, mais hors des manuscrits qui finalement ne vont pas faire leur vie comme manuscrits, mais qui vont passer sur des partitions ou sur d'autres choses. Il y a ce sont vraiment j'ai l'impression que je ne suis que l'entremetteur entre des choses que j'ai écrites ci et là, comme ça, dans ce qu'est ma vie, et qu'à un moment donné, il y a un instant T qui ne m'appartient pas spécialement, qui tient soit à une impulsion ou soit à une occasion qui m'est donnée, par une commande, par n'importe quoi, et où toute cette machine comme ça va se mettre en route. Mais fondamentalement, ça m'est arrivé, mais c'est vraiment très rare et c'est pas ma nature première. C'est très rare quand j'écris comme ça d'une page blanche, ok, il faut un texte pour dans X, il faut ça, quoi. Généralement, j'ai toujours des choses qui sont amassées jusque-là. C'est un peu comme une éponge, quoi. Je prends, j'écris, et puis à un moment donné, là, on torche tout ça, ça fait une grosse... et on organise et on construit avec ça, quoi. Ça, c'est le côté, justement, tout à l'heure, on parlait de l'aspect plastique, au sens de la peinture, de la matière, ça vient très certainement de là, quoi. Ouais. Au tout début, quand je t'ai présenté, quand j'ai abordé le sujet en termes d'art et que tu m'avais dit que tu pratiquais pas l'art, mais tu as quand même débuté ta carrière artistique. Qu'est-ce qui a fait que tu n'aies pas continué dans cette direction? D'accord, je comprends. C'était un sentiment. Alors, c'est un point de vue aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que c'est un point de vue qui n'était pas fondé parce que. Mais dans les arts plastiques, j'avais
un sentiment, j'ai besoin de solitude. Je dis pas que je suis quelqu'un de solitaire, mais en tout cas, la solitude, comme tout le monde, fait partie, occupe une place importante chez moi et dans mon métier. Mais au niveau dans cette période, je trouvais que c'était une solitude malsaine, c'est que j'étais dans mon atelier, je créais mes pièces pour mes expos. Ça manquait d'interaction en fait. En fait, je m'insuffis. Je m'insuffis continuellement. Je veux dire, produire, créer avec l'interaction avec d'autres enjeux que les miens, c'est quelque chose qui m'anime. Et je vois le plus souvent mon travail comme un ingrédient et non une recette à lui tout seul. Et j'avais un petit peu de peine avec ça à ce moment-là parce que ça manquait d'interaction. Je faisais mes expos, alors je faisais un maximum d'expositions collectives ou des créations. J'ai fait plusieurs installations assez grosses qui mélangeaient de la vidéo, du son, ce genre de choses. Je ne produis pas de son moi-même, je ne suis pas du tout vidéaste. Donc c'était des terrains de collaboration. Je créais des terrains de collaboration pour aller chercher des gens qui font ce que je ne fais pas, mais qui pouvaient de nouveau se réapproprier. Et donc, pour le coup, revenir à des choses, en tout cas à ce moment-là, revenir à des choses qui étaient excessivement solitaires, comme la peinture, comme défendre mon travail pour moi seul. Je trouvais ça, et puis, je trouvais ça quasi égocentrique, en fait. Enfin, il y avait un risque d'égocentrisme là-dedans, que je ne voulais pas prendre. De me dire, ok, voilà, je suis le début, je suis la fin de ce processus, et entre les deux, ben, il y a moi et ma proposition, quoi. C'est quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas fondé, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que les choses font, que les choses vont, pardon. Mais c'est comme ça que je le vivais à l'époque, et je crois que quelque part j'ai fui ça. Enfin, j'ai eu l'opportunité de développer d'autres choses qui étaient des choses plus en interaction avec d'autres, des choses qui m'emmenaient vers ce que je ne suis pas, qui m'emmenaient à collaborer avec des gens qui ont des angles de vue, des expériences et des compétences que je n'ai pas. Et ces complémentarités, ces expériences humaines primaient, en fait. Est-ce que tu lis de la poésie contemporaine ou d'autres auteurs qui t'inspirent? Oui, bien sûr. Je m'en nourris. Alors, je dirais pas suffisamment, mais c'est même la poésie que j'ai plus facile de lire. Alors, j'apprécie, bien évidemment, je veux dire, j'ai lu des romans ou des choses comme ça, mais j'ai plus difficile c'est paradoxal avec le fait que j'ai besoin de longueur. J'ai peur des choses qui vont vite. Mais j'ai plus difficile de rester dans un roman ou tu sais, des briques là qui ont l'épaisseur d'une Bible. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc la poésie est quelque chose que je lis très souvent, et c'est une lecture dans laquelle je me retrouve très facilement, quoi. Ouais. Et qui je lis, bah, c'est plein de monde. Je pourrais citer parmi les gens que j'aime, je peux parler de l'écriture de Maxime Coton, qui est un ami, mais quelqu'un qui, à mon sens, vraiment, voilà, il a un travail qui me parle. Récemment, j'ai lu quoi? Alors là, pour le coup, c'est pas un recueil, c'est un roman de Claire Blache aux éditions Bonzo 2X, qui s'appelle Exuvie. Bien, dans la lecture récente, il y a eu donc également François Jacquemin, Éléments de géométrie. Alors, c'est une publication qui date un petit peu, hein, aujourd'hui. C'était publié
Au Tétralire, c'était dans les années 2000, je pense. C'est une publication qui est venue après son décès. Et alors, je suis replongé dans ce bouquin parce que j'ai eu l'occasion pendant l'été d'aller travailler pendant une semaine en Drôme provençal avec des étudiants en architecture, des étudiants de la faculté d'architecture de Tournai, en Belgique. Donc, c'est des gens qui sont en master architecture, quoi. Et j'ai été appelé pour travailler avec eux une semaine autour du territoire, des éléments, des volumes, des vides et des pleins, et du rapport à l'écriture pour aller vers un regard plus introspectif sur ces éléments de volume. C'était vraiment une très très riche expérience. Et donc, dans la préparation de cette semaine, j'ai relu notamment François Jacquemin qui dans ce recueil, parle d'une façon, je trouve, très, très juste. En tout cas, moi, elle me guide. Le rapport entre la ligne et l'espace, les espaces dans lesquels nous sommes et ce que nous en faisons, en fait. Et tout ça dans une écriture qui m'inspire. La musique classique et contemporaine semble présent dans ton travail. Peux-tu nous dire lesquelles t'accompagnent? Lesquelles musiques? Yes. Alors, moi, je suis un heureux bâtard. Hein. Donc, pardon. Tout ça, évidemment, c'est à cause, ou grâce, je ne sais pas, à la rencontre avec Nicolas. J'en écoutais déjà avant. Mais j'ai la grande chance d'être un bâtard. Ça veut dire que moi, comme plein de gens, je suis un enfant du rock. Le rock a bercé mon adolescence et puis la création francophone. Mais j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui faisaient d'électro, et donc je suis une véritable éponge. Mais en 2012, en rencontrant Nicolas, je me suis intéressé davantage en tout cas à cela, parce que simplement parce que je n'avais jamais travaillé avec les musiques de chambre, la musique classique et contemporaine avant. Et que contre toute attente, enfin contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin non, parce qu'il n'y a pas de quoi de penser ça en fait, c'est une source inépuisable. En fait, on trouve énormément de choses là-dedans. Donc, grâce à Nicolas, j'ai pu découvrir le travail de Arnold Schoenberg, donc le Sprechgesang, que je ne connaissais pas. On m'a dit que ce que je faisais se rapprochait de cela. Et donc, quand j'ai découvert Pierrot Lunaire, effectivement, j'ai reconnu des choses, et je m'y suis intéressé davantage, et très très humblement, je me laisse aller à ces perceptions-là. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup de choses. Je citerai bien évidemment mes comparses, donc Alexandre Buguin, Nicolas Paternotte, qui ont leurs travaux respectifs. Mais je pense aussi à Pauline Jésupré, qui est une jeune compositrice vraiment sur les musiques contemporaines, qui produit vraiment des choses qui, moi, de nouveau, me nourrissent, déclenchent. J'ai besoin, en fait, c'est vraiment ce que j'attends quand j'écoute une musique, c'est qu'elle ait chatouillé des choses en moi, et qu'elle soit un petit peu le détonateur. Et me donne envie, moi, de prolonger cela, de dégager chez moi des fantasmes, en quelque sorte. Et ouais, il y a beaucoup de choses comme ça, mais après, voilà, il y a des choses aussi beaucoup plus anciennes, les musiques baroques également, dans le même rayon. C'est des choses qui me nourrissent. Ok. Y a-t-il un moment particulier où tu te sens le plus en création, matin ou nuit? Alors, il y a parfois des impératifs qui m'obligent à cadrer ces choses-là, mais oui, la nuit est quand même un moment plus. C'est un moment qui est beaucoup plus suspendu, en fait. Mais oui, la nuit, quand même pas mal. Mais cela dit, si au matin, vraiment, je m'y mets tôt, et que comment est-ce qu'on dit, je m'immerge
dedans, ça va aller tout aussi bien, quoi. Et en tant qu'auteur, quand tu joues, qu'aimerais-tu que le public ressente? Bah, Déjà, est-ce que tu t'es déjà posé la question? non, parce que, enfin, je me la pose peu parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui leur appartient. Donc, la première chose, pardon, que je souhaite, eh bien, c'est qu'ils le ressentent, en fait. Mais le fait que, le fait que je mette des balises dans ce que j'écris, le fait que moi-même j'ai mon rapport, logiquement j'ai un rapport intime avec le texte que j'ai écrit, mais que je m'en sois suffisamment soustrait, je laisse des portes ouvertes, beaucoup de portes ouvertes, et finalement, les gens vont et viennent là-dedans. Je veux dire, mes textes ne sont pas tellement comme chez Ikea, quoi, tu vois, il n'y a pas vraiment un circuit imposé. Et donc, suivant ce que chacun est, au moment où il le voit, où il le découvre, que ça soit un texte ou une peinture pour ceux qui ont été face à des peintures, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment eux, quoi. Et des fois, je sais qu'il y a des gens qui te font des retours qui te livrent une impression et tu te dis, bah, tiens, c'est drôle parce que moi, c'était pas du tout ça, quoi, tu vois. Mais je trouve ça plutôt chouette, ça m'appartient pas. Et à partir du moment où moi je suis ancré dans ce que je suis et au moment où je le fais, bah je veux dire ça part pas complètement. Enfin, je veux dire, il y a quand même un courant quoi qui est là quoi. Donc non, j'ai pas d'attente précise. Ça appartient à celle ou celui qui décide de se mettre face au travail, quoi, et à ce que lui laisse venir, en fait. Donc, mon premier souhait, c'est qu'il le ressente, simplement. Ok. Et est-ce que tu recherches à réveiller quelque chose chez le spectateur? Oui, mais comment on répond à ça je ne vais pas dire que je cherche absolument, mais j'ai d'emblée un énorme plaisir, et donc quelque part ça répond à une attente, lorsque l'auditeur ou le spectateur peut se détacher de l'idée préconçue que je tiens absolument, formellement, fermement, à lui dire quelque chose ou à. Je fais pas de la propagande et je fais pas, je suis pas un raconteur d'histoire, je suis pas un publicitaire et souvent quand les gens, enfin ça c'est mon expérience, mais quand tu écris en français et que tu es devant un public francophone, je dis ça pour avoir joué parfois devant des publics qui n'étaient pas francophones, les gens se disent ah ils s'enferment comme ça, tu vois. En plus le français c'est très cérébral. Enfin, les gens pensent que c'est très cérébral généralement et donc ils disent ah qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce qu'on me dit, et alors que non c'est dans le ventre, c'est dans le ventre. Donc ce que je peux éventuellement chercher, c'est d'abord que la personne qui reçoit cela se détache de la tête, soit dans son vécu, dans sa perception, dans son ventre, en fait. Dans son ventre. Voilà, et de nouveau, la suite, ça ne regarde qu'elle ou lui avec le travail que j'ai déposé, quoi. Tu utilises parfois ta voix presque comme un instrument. Oui. Est-ce que c'est une recherche spirituelle? Oh non, elle est pas, non, non, pas spirituelle, ou alors je l'ignore, mais non, je crois pas. Non, non, simplement, ma voix est un instrument et ma voix est un instrument et c'est un outil et c'est un outil, bah, déjà pour moi, pour ne pas me contenter de, de lire mes textes comme on les lirait à la messe ou à un meeting politique, mais de les
les faire sonner, de jouer avec la musicalité de la langue, de jouer avec, en plus la langue française, elle offre vraiment beaucoup de possibilités, comme plein d'autres langues. Mais il y a les longues, il y a les brèves, il y a vraiment plein de choses à faire, et je m'amuse de cela, et c'est un instrument, oui, et c'est un instrument pour moi, faire ma proposition, mais je suis à penser, c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question, mais je suis à penser que c'est possiblement aussi un instrument offert, un instrument offert aux personnes pour aller sur le travail. Je dirais l'auditeur ou le spectateur, il y a cette voix, et donc si la langue peut lui paraître un petit peu ne lui parle pas justement, ou s'il a une difficulté ou autre, bon, ben, je suis à espérer qu'il va oser se servir de la voix que je propose pour aller à la rencontre du texte. Quels sont tes projets actuels ou à venir? Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer de ne pas les oublier, enfin de ne pas en oublier, mais il y a donc cet album de Glaise qui sera publié en mars 2026. Donc, en mars 26, ce disque est publié. Il y aura des concerts qui vont suivre. Il y a des concerts logiquement qui vont suivre. Il va y avoir pas mal de dates. Alors, il y a une deuxième publication. En fait, je collabore avec le Quatuor Avril. Donc là, on est vraiment dans les musiques de chambre. Ce sont des pièces issues du répertoire exclusivement féminin. Donc, ça va de Fanny Mendelssohn à Lina Dan. Donc, on va du début 19e jusqu'à aujourd'hui. Que des femmes, 7 compositrices qui sont jouées sur scène par le Quatuor Avril. Et alors, moi, j'interviens comme narrateur, donc c'est plus un travail de comédien. J'ai écrit sur ces femmes autour de leur vie, en ne gardant que les éléments liés au fait qu'elles sont chacune dans leur époque des femmes, des artistes, des créatrices, et de ce qu'elles ont dû être pour tenir leur création. C'est-à-dire qu'elles sont issues quand même d'époques, ça veut dire encore aujourd'hui. Évidemment, on a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore du progrès à faire. Elles sont issues de milieux qui sont très patriarcales, d'époques vraiment sous domination masculine, où on n'attendait pas d'une femme qu'elle soit créatrice, qu'elle soit artiste, qu'elle compose, qu'elle ait un rayonnement. Et elles ont dû user pour la plupart de ruses, vraiment de beaucoup d'acharnement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je mets en avant chez chacune. Et le fait également, en tout cas sur les 7 que nous mettons en avant ici, toutes, et ce n'est pas les seules, ont eu de leur vivant vraiment une reconnaissance de leur père. Ça veut dire l'ensemble du milieu disait voilà, c'est de la qualité. Voilà, c'est de la qualité, mais aucune n'a été retenue par l'histoire. Ça veut dire qu'après leur décès, ou après qu'elles aient cessé leur activité de créatrice, l'histoire ne les a pas retenues. Ça veut dire que même encore aujourd'hui, beaucoup de ces femmes sont très très peu jouées. Et ça, c'est... Voilà. Donc on a voulu un petit peu mettre cela en avant. Donc, voilà. Humblement, j'interviens entre les tableaux et je partage ça au public. Alors, le Quatuor Avril publiera un disque sur le label, etc. Alors moi, à l'intérieur du livret du disque, j'ai signé un texte. Il y aura un texte de moi dans le livret. Ça, c'est un deuxième projet. Un troisième projet, c'est un projet de théâtre avec la Nef des Fous. C'est très récent, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y aura une pièce qui va tourner à partir de 2026. Là, on est en train de travailler dessus. On a une première résidence. Il y a une deuxième résidence qui arrive à Marseille, début 2026.
puis une troisième ici en Belgique, et il y a des dates pareilles qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est déjà pas mal. Ouais, mais encore d'autres choses, mais je ne sais plus. Mais il y a d'autres choses encore. Je travaille avec Laurent Georgin, qui est un artiste que j'apprécie énormément. Ok, c'est bien tout ça. Alors, as-tu envie d'explorer d'autres collaborations? Et si oui, lesquelles t'aimerais? Avec des gens? Eh bien évidemment. Bah, il y a beaucoup, il y a tellement d'artistes avec lesquels je voudrais collaborer. D'ailleurs, il y a des collaborations d'ailleurs qui sont là, qui sont en dormance parce que les agendas sont remplis et que malheureusement, je ne sais pas avancer comme je voudrais sur ces collaborations futures. Eh bien, tu peux en profiter, c'est l'occasion. Ouais, bah donc avec Christophe Willems, qui est un homonyme homonyme, c'est comme ça qu'on dit, oui, qui est un artiste belge avec lequel j'aimerais vraiment beaucoup faire des choses. Le jeu, c'est surtout le jeu. À ce niveau-là, c'est surtout le jeu face caméra qui m'excite le plus. Vraiment, il y a une tonne de réalisateurs, notamment. Enfin, voilà, en France, en Belgique, il y en a plein avec lesquels j'aurais vraiment envie de pouvoir travailler. Simplement, en fait, c'est pas des noms, c'est simplement quand une personne vient te trouver et qu'elle dit tiens, le matériel que tu es ou le matériel que tu produis, si c'est pas directement que ça concerne, moi me serait utile ou me fait envie sur ma création. Voilà, tu vois. Je peux te citer des gens là récemment, par exemple. Récemment, je me souviens, j'ai retrouvé, je dois dire comme ça, il y a un comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Carlo Brandt. Je suis retombé dessus. En fait, ce mec, il a une voix qui me fascine, il a une présence voilà, comme ça. Bon, bah voilà, par exemple, voilà, ça c'est un bonhomme. Déjà le rencontrer, mais peut-être voilà, croiser sa route, c'est quelque chose qui m'exciterait énormément. Mais c'est surtout le fait de savoir que ce que je fais ou ce que je suis peut être un petit maillon de la création d'un autre. Voilà, juste ça, en fait, ça me réjouit déjà énormément, en fait, parce que simplement, c'est de la rencontre, c'est de l'échange, c'est une énergie qui circule. Alors après, bon, ben voilà, si ça pue à 400 mètres et que ça dégage quelque chose de toxique, je le sentirai et je dirais, on va pas le faire. Mais bon, ça, C'est généralement. clair. Et c'est comme nous aujourd'hui. Hein. Ouais, mais exactement, tout à fait, voilà. C'est une rencontre, voilà, par l'intermédiaire de notre cher ami Franck Tonnelier. Tout à fait, l'espace du songe. Exactement. Ouais. Ouais. Non, mais tout à fait. Il faut faire confiance à ces choses-là. Donc, parfois, on aurait tendance à se braquer en disant ah, c'est ça que je veux, c'est cette personne-là, ou c'est tel type de choses. Et il faut un cap. Donc, c'est bien qu'on le fasse. Mais à quoi est-ce que j'aspire là comme ça plus vite c'est de la rencontre et c'est d'être un peu déjoué comme ça par rapport à ce que je regarde et d'être emmené. Oh merde, j'aurais pas du tout pensé être là. Et en fait, c'est génial. Et en fait, il y a une perspective. Et en fait, ça me nourrit. Et en fait, j'ai ma place parmi ceux qui, voilà, j'ai de la place sur cette création à laquelle on m'a convié. Bah, voilà quoi. On va dire, on a notre place sur cet petit édifice avec des petites pierres qui s'imbriquent les uns contre les autres. C'est ça exactement. Ce qui fait, voilà, ce qui fait notre bâtisse, ça n'est que ça en fait. C'est des pierres qu'on va chercher, effectivement, qu'on va chercher là sur ce qui est autour de nous et sur ce qu'on va trouver, ce qui pourra convenir. Hop, on le met. C'est ça. Ouais, tout à fait. Clairement. Alors, comment vois-tu l'évolution de ton art dans les prochaines années? Pour le moment, le travail de scène avec la musique, le jeu d'acteur, le jeu de comédien, parce que c'est on n'en a pas parlé, mais les raisons, les motifs sont très différents entre les deux. Et me paraissent pourtant tous les deux assez essentiels. Et puis,
je sais pas du tout où je vais avec cette première expérience de théâtre. Je serais peut-être, je sais pas, je serais peut-être très mauvais. On va peut-être me dire après ça, arrête. Mais je crois que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Donc dans l'avenir, je crois que c'est ça surtout en fait. C'est ce que je suis, c'est ce que je fais là. Ok. Dernière question. Si tu devais donner un conseil à un jeune créateur qui hésite à se lancer, ce serait lequel? Euh, bah, déjà, je pense que je commencerai par, enfin, je dirais certainement de ne pas se mentir, de ne pas se faire croire à lui-même. C'est peut-être ça le plus gros danger parce que je sais pas, je vais pas dire aujourd'hui plus qu'avant. C'était déjà comme ça avant, mais il y a ce qu'on veut, il y a ce qui est, il y a ce qui sera. Et notre trajet, j'ai l'impression qu'il est juste un peu à l'intersection de ces trois choses-là. Donc, il y a ce qu'on veut être, mais ce qu'on n'est pas, et ce qu'on ne sera pas, et ce qu'on a raison de ne pas être, ou ce que l'on aurait tort d'être. Euh, et j'ai l'impression qu'on perd beaucoup de temps, qu'on peut vite perdre beaucoup de temps à vouloir correspondre à des codes, à des tendances, à notre ego, et qu'on prend beaucoup de risques avec ça en fait. Et donc c'est déjà commencé par se dire ok, et si je m'en remettais simplement à ce que je suis et pas essayer de s'éplucher suffisamment tôt. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais commencer par s'éplucher le plus vite possible. Eh bien, écoute, on va arriver à un terme, Philippe, à notre échange. Et en général, à mes invités, je leur laisse le mot de la fin. Et donc, bah, je te laisse le mot de la fin. Ouf. Eh bien, Histoire et révélation, il doit y avoir un petit bouton rouge quelque part pour s'abonner, donc allez-y, quoi. Voilà. C'est tout? C'est déjà pas mal, hein, je sais Ouais, pas. bah oui. Non, mais, ouais, je suis pas très bon en fait pour. C'est chouette que tu parles de spiritualité parce qu'il y a une chose par contre qui m'effraie. En fait, le dogme, les dogmes. Alors les dogmes, on les trouve en religion, on les trouve en politique, on les trouve dans les micro-mondes comme ça. Dans les dogmes et les cercles, c'est vraiment quelque chose, et Dieu sait que parfois ça peut être un frein, je veux dire, Quand je parlais, moi, de spiritualité, c'est pas du côté artiste, plus du côté de l'intervieweur. Parce que c'est vrai que il y a cette peur aussi que les côtés des artistes, s'ils commencent à se dévoiler en termes de spiritualité et autres, ça peut être mal vu, ça peut être mal interprété. Tu vois, il y a toujours le côté image. non, c'est quelque chose que je vis dans l'intime. Hein, les choses qui nous dépassent, on les sent. Et de toute façon, le métier qu'on fait, je ne pense pas qu'on puisse le faire quand on n'a pas une sorte de foi, en fait. Soit on a une foi, soit on est juste un peu fou. Je réouvre. Soit on a une foi, soit on est un peu fou, mais moi je crois plutôt à la foi. C'est juste que on a une impulsion qui vient d'au-delà de nous. Déjà pour se consacrer comme ça à des choses finalement, moi très souvent je ne sais pas à quoi ça. Enfin des fois je me dis mais il faut être con pour avoir la vie que j'ai choisie quoi. C'est un truc de fou quoi. Mais non en fait c'est un choix un choix qu'on fait et ça pour moi ça tient de il y a quelque chose. Si, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Ouais, ça, je crois. Mais je ne mets pas de dogme là-dessus. Je ne mets aucun dogme, y compris en tout cas le moins possible, le simple fait de ma pensée. J'ai l'impression que des fois, le simple fait
je sens tout cela, je le sens, je le vis, parce que je le vis quand j'écris, je le vis quand je suis dans mon travail et que je sens que je dois aller chercher ça quelque part. Mais le simple fait de vouloir où est-ce qu'on dit le fait de vouloir le penser, de le raisonner par une pensée, de l'observer par une pensée, j'ai déjà l'impression de foutre mes paluches là où elles n'ont rien à foutre, en fait. Et donc, donc j'arrête ça tout de suite, quoi. Ok. Voilà. Eh ben, écoute, merci. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.